Notre invité est un consultant et expert en structuration économique et financière. Avec lui, nous allons parler de l'Afrique. Difficulté d'accès au financement, est-ce une fin en soi ou une fatalité? C'est un plaisir de vous revoir, King Dojiro. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, c'est un très grand plaisir également de vous revoir. Alors, vous parlez de difficulté à avoir accès au financement. D'abord, quel financement? D'abord, quand on parle de l'économie, on parle des finances. Quand on veut consommer, on parle des finances. Quand on veut construire une maison, quand on veut faire un projet, quand on veut réaliser un projet, on parle des finances. La finance, c'est le moyen qui permet d'acquérir tout ce dont vous avez besoin pour réaliser un projet. Alors, les finances sont très importantes dans l'économie d'une nation ou d'un continent. Et si vous n'avez pas assez facilement, assez moyens, c'est ainsi que vous verrez que vous aurez une économie en difficulté. Ouais. Parce que c'est la base même de l'économie. Et voilà qu'en Afrique, le constat, il est généralisé dans tous les pays africains, que pour avoir accès à ces financements, on a trop de difficultés. Voilà pourquoi on se demande, est-ce que c'est une fin en soi ou c'est une fatalité? Parce que depuis longtemps, c'est les mêmes difficultés que nous avons depuis qu'on a eu nos indépendances jusqu'à ce jour. Et nous constatons que des années passent, des solutions sont implémentées par nos différents gouvernements, mais ces solutions n'arrivent pas à résoudre véritablement le problème d'accès au financement. Les dernières années, 20 ou 30 dernières années, on a implémenté l'idée de microfinance pour voir dans quelle mesure on peut accompagner les micro-entrepreneurs. Mais force est de constater aussi que l'impact n'est pas ce qui était prévu. Alors, pourquoi ces difficultés d'avoir accès au financement? Ça revient à définir d'abord l'acteur qui finance. L'acteur qui finance... Avant la définition, cela veut dire, dans votre développement, quand on vous suit bien, cela veut dire que les économies qui ne marchent pas bien en Afrique, tous ces problèmes que nous avons en Afrique sont liés au fait qu'on n'a pas accès au financement. Qu'on n'a pas accès facilement au financement. Facilement. Merci. Alors, cela revient à définir l'acteur qui accorde ces financements. C'est un métier qui est réservé aux banques. Le financement est réservé aux banques. Et qui est le banquier? Quelle est sa nature? Quel est son profil? Dans quelles conditions le banquier peut véritablement accorder des financements aux demandeurs? Par principe ou par définition simple, le métier de banquier est un métier de sédentaire. 2. Il est un métier de confiance. Le banquier veut avoir également un client qui est sédentaire. Voilà que la structure organisationnelle de notre société, quand vous quittez, que vous soyez à Lomé, vous déménagez aujourd'hui d'Agbalepédo pour Redianaoué, vous disparaissez. Le banquier, lui, étant sédentaire, il veut avoir la certitude que mon client que j'ai identifié au point A, il demeurera à vie là-bas. Ou même le système organisé de sorte que quand il va quitter Agbalepédo pour Redianaoué, j'aurai toujours la certitude de le retrouver parce que la société est organisée de telle manière que le mouvement des citoyens, la traçabilité est une chose, est avérée, de ce que personne ne peut disparaître. Quand j'arrive à Paris et que je vais aller quand je vais aller chez moi, je prends un taxi, je donne mon adresse en même temps au taximan, je reste derrière le véhicule, je dors, il me dépose devant mon appartement. Pour nous, pour la plupart des gens, c'est anodin ce phénomène. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que c'est la base de toutes choses? C'est-à-dire? Alors, vous faites la même chose à Lomé. Vous descendez à l'aéroport international Nassibé Yadima, vous dites au taximan, je vais à Agbalepédo. Maison, il va vous envoyer peut-être à Déticopé. Juste parce qu'il n'y a pas d'adressage. Il n'y a pas d'adressage. S'il n'y a pas d'adressage, comment est-ce qu'on peut repérer des individus sur le territoire? Et il n'y a pas d'adressage parce qu'on n'a pas de fichier national. Donc c'est difficile de financer parce que on risque de s'effacer à chaque moment. À tout moment. Donc,
ce métier de banque qui est un métier de sédentaire, et en même temps, il faut de la confiance pour que le banquier vous donne de l'argent, les éléments qui rentrent dans la mise en place de cette confiance n'existent pas. L'absence du fichier national fait qu'on n'a pas d'adressage. Donc le banquier est dans un environnement à haut risque. Il donne de l'argent tout à l'heure à un individu, l'individu disparaît, il ne va plus jamais le retrouver. Vous imaginez qu'il y a même des entreprises qui existent, qui n'ont pas d'adresse, qui sont des entreprises fictives. Donc un tel environnement contraint le banquier à réduire son champ d'action, et généralement le champ d'action est limité aux fonctionnaires, parce que le banquier fait son analyse sur les moyens, la capacité à retrouver le client à travers son employeur. Ouais. Vous comprenez, quand il fait le profilage du client, il se dit, OK, s'il est employé ou bien il est fonctionnaire, au moins l'État a un grand moral pour lui, puisque c'est l'État qui est son employeur. En dehors de ça, il trouve également, si vous êtes employé dans une entreprise à bonne signature, le banquier, il voit encore qu'il y a une confiance. Et comme c'est une entreprise de bonne signature, si je t'accorde de prêt d'une manière ou d'une autre, je vais engager aussi la responsabilité de ton employeur qui est de bonne signature de façon que si tu ne rembourses pas, l'employeur peut être interpellé. Donc, vous voyez... Donc, ce sont quelques causes du manque de financement en Afrique. Justement, ce sont quelques causes de manque de financement. Et d'abord même qui est la base même, parce que quand il n'y a pas la confiance, le banquier ne peut pas accorder de financement à quelque chose de quoi. Voilà. Mais je vous mets au défi. Il y a des entrepreneurs ici au Togo en qui les banquiers ont des confiances, qui font des demandes sans apporter garantie aucune. Hein. On leur accorde le financement parce qu'il y a la confiance. Et cette confiance établie des fois aussi en l'absence de toutes ces choses. Hein. Quand un entrepreneur a évolué jusqu'à faire ses preuves et que tout est avéré pendant un long moment, le banquier sait que lui, il est bien établi, il ne peut pas fuir pour le peu qu'il me demande de lui accorder. Donc, aujourd'hui, dans un environnement où il n'y a pas d'éléments qui constituent la confiance au niveau des banquiers, les individus eux-mêmes, ils font l'effort de construire cette relation de confiance entre le banquier et eux. Vous irez ouvrir votre compte bancaire. Le jour que vous demandez les prêts, vous allez voir le banquier vous tendre un papier blanc sur lequel vous dit « Tracez-moi votre maison, je vais voir ». C'est tellement ridicule. Hein? Mais c'est ça que vous ne voyez pas en Europe, par exemple. Et c'est ce qui fait la différence entre les pays à économie forte, où il y a une économie très dynamique, et contrairement à nos pays africains, où l'absence de ce fichier national crée un grand manque à gagner. Parce que quand il n'y a pas ce fichier national, même au niveau des recettes fiscales, l'État a des difficultés. Ouais. Parce qu'on ne sait pas exactement combien de personnes qui vivent sur nos territoires. Par définition, le fichier national, c'est la reconnaissance des citoyens par l'État. Parce que c'est ça qui permet que chaque citoyen est identifié, on connaît son profil, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, est-ce qu'il est au chômage, quelles sont ses activités, quelle est sa fortune, quelles sont ses propriétés. Le fichier national renseigne tout l'individu. Il renseigne tout sur l'individu, de sorte que l'État même... c'est qu'aujourd'hui, sur le territoire national, nous avons 15 millions d'habitants. Ce manque de fichier national fait même qu'il y a moins d'1% de la population africaine qui sont imposables. Vous imaginez? C'est l'une des raisons qui justifie la faiblesse de nos assiettes fiscales dans nos États. Non seulement ça crée la difficulté aux accès au financement, ça agit également sur la capacité de l'État à recouvrer ces recettes fiscales. Et voilà pourquoi vous allez voir, la plupart des recettes de l'État viennent de collecte des droits de douane. Ouais. Mais au niveau de la fiscalité, ils peinent parce qu'on ne retrouve pas les individus. Et dans cet environnement, bien évidemment, force est de constater que le banquier ne peut pas opérer de façon naturelle parce que son métier, c'est de vendre l'argent. Mais tu ne peux pas vendre de l'argent à qui tu ne veux pas retrouver demain. Tu dis, j'ai de l'argent, mais je vais garder. Bon, King, quand on prend tout simplement le cas de la sous-région ouest-africaine, on voit des économies des pays qui se développent économiquement, si on peut le dire, les taux de croissance qui sont acceptables, le Bénin par exemple, la Côte d'Ivoire, et ça veut dire que la politique du président Talon ou du président Ouattara pousse à avoir les causes citées tout à l'heure pour permettre aux jeunes Béninois, aux jeunes Ivoiriens d'avoir accès au financement. Merci beaucoup, Michel. Nous allons toucher de fond certains détails. Et cette croissance dont on annonce chaque fois, est basée sur quoi? La vraie croissance
dans une économie est basée sur l'activité des citoyens à long terme. Les croissances qu'on nous annonce, ce sont les croissances basées sur les investissements pour réaliser des projets d'infrastructures à utilité publique. Quand, par exemple, vous avez une économie de 5 milliards de dollars et que vous avez un projet de 1 milliard de dollars en infrastructure, vous contractez des prêts auprès des banques étrangères et que vous injectez ces fonds dans l'économie, vous allez connaître une croissance. Mais c'est une croissance à court terme. Parce que cette croissance en question ne vient pas de l'activité économique qui consiste à satisfaire les besoins par les services et les biens. Cette croissance n'est pas soutenue par l'activité économique dont les citoyens jouissent de leur droit de création de richesse. Cette croissance est soutenue uniquement par le fait que l'État a contracté des prêts et ces fonds ont été injectés dans l'espace économique à un temps donné. Mais à la fin de la journée, vous allez voir que quelques années après, quand les travaux vont finir, l'État va commencer à rembourser ses prêts, l'économie va chuter encore. Vous observerez cela dans le quotidien des citoyens. Vous avez cité certains pays dont je ne vais pas revenir là-dessus, mais regardez l'indice de développement de ces pays. L'indice de développement des citoyens de ces pays, c'est là que vous allez comprendre, est-ce que ces croissances qu'on annonce a vraiment eu un impact réel dans la vie des citoyens. Pour moi, c'est une belle approche, mais elle n'est pas adéquate dans notre réalité. Nous devons concentrer c'est-à-dire que les efforts dont on a besoin aujourd'hui sur le continent, c'est les efforts qui permettent de mettre l'homme, le citoyen au cœur du développement économique. Et pour mettre le citoyen au cœur du développement économique, c'est de créer un environnement de confiance qui permet aux banques d'opérer, qui permet aux banques, aux citoyens d'affaires facilement accès aux moyens de production. Le premier moyen de production, c'est les finances. Alors, quand c'est l'État seulement qui jouit du droit de créer de la richesse, il y a un problème dans nos économies. C'est les citoyens, c'est la masse qui doit jouir de ce droit. Bref, que tout le monde profite des fruits de la croissance qu'on annonce. Merci beaucoup. Alors, quand on annonce ces croissances dans ces pays et que les citoyens dans ces pays vivent les mêmes misères de tous les jours, il y a un problème. À qui sert finalement cette croissance? C'est une croissance annoncée d'en haut vers le bas, mais ce n'est pas comme ça les pays à économie forte se sont développés. La croissance part de bas vers le haut. Et l'État bénéficiera, bien évidemment, de cette croissance qui doit commencer de bas vers le haut. Quand les citoyens ont accès au financement, vous allez voir qu'il y a une dynamique économique qui va se mettre en place. Vous allez voir les citoyens seront occupés. Vous allez voir qu'il y aura moins de contestations. Vous allez voir plein de choses qui vont changer. Vous allez voir que l'assiette fiscale de l'État va s'augmenter conséquemment. Vous allez voir que nos États ne dépendront plus à 50% d'aide avant de combler leur budget. Je ne cite pas les pays. La plupart des pays africains, vous allez voir, quand ils font leur budget, normalement, la source de financement de leur budget, c'est les réserves fiscales douanières et droits de concession. Quand ils résument tout ça, la plupart du temps, ça ne dépasse pas 50%. Ça ne dépasse pas 50%. Quand ils font des collectes, des réserves fiscales douanières et droits de concession. Mais le reste vient d'où? Si par exemple, un pays a un budget de 1000 milliards et que ses recettes s'élève seulement à 1 milliard et puis ces recettes s'élèvent à 500 millions. Le gap de 500 millions viendra d'où? Bien évidemment, il va tendre la main aux aides, il va tendre la main à des financements extérieurs. Et donc, quand nous arrivons généralement à ce stade, on se demande est-ce que c'est une fin en soi notre difficulté dans laquelle nous sommes ou c'est une fatalité? Justement, on pose la question, c'est une fin en soi ou bien une fatalité? King Dojiro. J'ai pour l'habitude de ne pas conclure. Mais la question conduit à une conclusion que je ne peux pas faire. Ouais. Nous disons simplement que l'une des causes des difficultés d'accès au financement sur notre continent, c'est le manque de confiance des banquiers vis-à-vis des citoyens. Et ce qui crée ce manque de confiance, c'est l'absence du fichier national qui fait qu'aujourd'hui, le banquier ne se sent pas en confiance quand il accorde de prêts à un citoyen. Donc c'est le rôle des gouvernants africains. Les gouvernants africains doivent comprendre que nous devons construire la base de nos économies. Nous avons construit la base de nos économies de sorte que chaque acteur puisse jouer pleinement son rôle.
c'est la banque qui finance l'économie. Si cette banque ne finance pas l'économie et qu'on vit aux dépens des financements qui doivent venir de l'extérieur pour financer les infrastructures, nous avons un souci. Nous avons un souci parce qu'à la fin de la journée, quand vous allez rembourser ces fonds, vous allez les rembourser en devises. C'est ainsi que vous faites fuir encore de l'argent de notre espace économique. C'est tellement complexe le problème. Mais aujourd'hui, nous parlons de cette cause qui est très importante, sur laquelle déjà, si cette problématique est résolue, liée à la traçabilité, à la reconnaissance de l'État, à la reconnaissance des citoyens par l'État à travers ce fichier national, vous allez voir que beaucoup de choses systématiquement vont changer et ce sera même un grand avantage pour nos États. Alors, plus question de peut-être d'en vouloir aux banques, mais il faut parler au gouvernement, aux gouvernants pour qu'ils puissent apporter des solutions. Nous continuons pas à remercier les banquiers qui font les efforts malgré cet environnement. Parce qu'après tout, on dit c'est eux, hein, ils ne veulent pas aider la population et autres, alors qu'ils ont aussi leurs raisons. Moi, je continue pas à encourager les banquiers parce que c'est un environnement à haut risque. Et des fois, même quand je rencontre certains collègues qui parlent de risque pays, je leur demande souvent, qu'est-ce que vous mettez dans le risque pays? Quelle est la consistance de ce risque-là, en fait? Les gens ne me répondent pas. Mais moi, je pense que le risque pays dans nos pays, la consistance, c'est le manque d'éléments qui rassureraient le banquier à accorder des prêts aux citoyens. Et cet élément, c'est le fait que quand tu déménages d'un point A à un point B, tu disparais dans la nature et le banquier ne peut pas opérer dans un tel environnement. J'encourage et je félicite les banquiers qui continuent de soutenir nos économies, de soutenir les efforts de nos entrepreneurs et nous encourageons également nos gouvernements à se pencher sur le sujet afin que l'économie de nos pays se développe sur des bases réelles et que la croissance soit soutenue par des activités réelles. Pour que ça soit dans le temps et non, que ça soit du long terme et non du court terme. C'est ce que nous pourrons nous conseiller à ce stade. Alors, King Dodjiro, on vous voit bourlinguer à travers toute l'Afrique. Vous êtes souvent en N'Djamena, en Afrique du Sud et partout. Mais il y a quelques exemples en Afrique. On ne va pas peindre le tableau en tout noir. En fait, peut-être qu'un début de quelque chose est fait. En Afrique du Sud, peut-être, au Nigeria, en Égypte, je ne sais pas. Alors, j'ai pour l'habitude de ne pas trop citer certains pays parce que le tableau, il est noir partout. L'Afrique du Sud, oui. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui est très bien organisé. Mais quand on parle des pays subsahariens, vous parlez du Nigeria, vous parlez de la Côte d'Ivoire, des pays que je visite tout le temps, il n'y a pas ce fichier national. Dans tous nos pays africains, tout ce qui existe, c'est le fichier électoral. Je vous assure, il n'y a pas de fichier national. Et l'économie nigériane que nous crions tout le temps est soutenue par une minorité qui est immensement riche, mais la majorité vit dans la misère. Ce qu'on ne nous dit pas sur le Nigeria. Le Nigeria peut faire plus que ça. Tant qu'on ne comprenne pas que la première source de richesse d'un pays, c'est le capital humain et non les richesses de sous-sol telles qu'on nous chante ça tout le temps, nous allons tous passer à côté. C'est le capital humain qui est la première source de richesse d'un pays. Et il faut valoriser ce capital humain. On valorise ce capital humain à travers la formation qu'on lui donne. D'abord, l'éducation, la formation. Ouais. Et à plus de ça, maintenant, ça qualifie l'individu. Et le jour où il veut s'auto-employer, qui initie un projet, et que les conditions également sont prêtes à faciliter l'accès au financement. Vous allez voir que quand il dit je suis menuisier, que je fais un projet, il va vers la banque dit quel est ton profil? Tu es menuisier, tu as une qualification en menuiserie? Il dit oui, j'ai une qualification en menuiserie. Ok, l'environnement aussi me donne confiance. Mais si je te donne mon argent pour initier un projet, ce qu'on parle de start-up produits qui sont exclus carrément du circuit, parce que pourquoi ils sont exclus du circuit? Quelle que soit la beauté, la pertinence de ton projet, tu vas à la banque, il n'y a pas de confiance. La banque ne va pas t'accompagner parce que l'environnement ne rassure pas le banquier à accompagner start-upers. Alors, vous avez, même s'il n'y a pas trop d'exemples en Afrique, on n'en trouve pas trop, mais il y a des références partout dans le monde. Vous voyagez aussi souvent à travers l'Europe et autres. Quel pays on peut donner comme modèle? L'Allemagne, la France? L'Europe, déjà, je pense que l'économie marocaine est soutenue à 40% par les artisans. Les banques opèrent très bien dans cet environnement économique au niveau du Maroc. L'Europe, déjà, c'est leur culture. Hein. C'est comme ça qu'ils ont construit leur économie. Ils ont construit sur leur économie sur ces bases réelles. Ils ont mis l'être humain au cœur. Et l'être humain, pour le mettre au cœur, il faudrait l'identifier. Il faut qu'il existe. Quels sont ses besoins? Parce que l'économie se crée autour des besoins d'un citoyen. Donc, pour pouvoir recenser, maîtriser les besoins des citoyens, il faut qu'on sache qu'il existe.
Est-ce que vous avez, quelle est la dernière fois que vous avez entendu parler du recensement en France, par exemple? Ça n'existe plus parce qu'ils ont automatisé même déjà le fichier de sorte que si tu meurs aujourd'hui, tu es sorti du système et celui qui naît rentre en même temps dans le système. Il y a des gens qui naissent sur nos territoires en Afrique, ils naissent jusqu'à ils meurent, on ne sait même pas. Il y en a qui se marient deux. Quand tu te maries à Korogo, tu viens à Abidjan, ils te marient aussi. Dans les mêmes administrations. Parce que le fichier n'existe pas. Vous comprenez comment est-ce que l'absence de ce fichier crée un problème fondamental, même sur le plan sécuritaire. J'ai vu dans certains pays, en ce dernier temps, on commence à déployer les caméras de surveillance dans les carrefours. J'ai dit, mais ça va servir à quoi? Vous n'avez pas de fichier national pour identifier où chaque citoyen existe, mais vous déployez les caméras. Vous Pour faire quoi? pays. Il y en a en Côte d'Ivoire, au Burkina. Je ne veux pas citer, je ne veux pas citer, Michel. Vous voyez comprendre comment est-ce que nous sommes en train de faire une fuite en avant. Revenons à la réalité. Inspirons-nous de ce que les pays à économie forte ont fait. Comment est-ce autour de quelle réalité ils ont construit leur économie? Comment ils ont fait pour donner de la confiance aux banquiers pour qu'ils participent pleinement à l'activité économique? Posons-nous ces vraies questions. Vous allez voir que les choses que ces pays ont fait là sont très minimes. On ne va pas réinventer la roue. Elle existe déjà. C'est à nous de l'adapter à notre véhicule. On se comprend? Alors, c'est très important de savoir que ce n'est pas de la magie. Quand on veut relancer nos économies, ce n'est pas de la magie, c'est de faire un petit réglage. Parce qu'un grand effort est déjà fait. Nous avons déjà une population qui est prête à consommer et à participer à la vie économique. Il faudrait seulement qu'on crée un environnement propice à chaque acteur d'opérer de façon tranquille. Et aujourd'hui, ce qui manque dans notre système, c'est la participation effective des banques dans le système économique. Ces réglages sont nécessaires, King Dodjro plutôt, mais on peut quand même toucher du doigt la pertinence des projets. Tout projet est pertinent parce que c'est le fruit de l'esprit. Tout projet est pertinent. Sans projet, il n'y a pas financement. Mais voilà qu'il y a projet. Il n'y a pas financement. Mais pourquoi il n'y a pas financement? Il n'y a pas financement parce que l'environnement n'est pas propice aux banques d'opérer. Donc c'est la raison fondamentale. C'est la raison fondamentale. Si on résout ce problème, vous allez voir que les choses vont décoller systématiquement. Je vous mets au défi. Et vous pensez qu'on peut apporter des solutions? La volonté des gouvernants peut être pesée, King Dodjro? Bien évidemment, vous savez, j'en appelle aussi... Chaque fois, l'autre fois quand je développais avec toi, je disais que le rôle de l'État, c'est un rôle de régulateur. Quand l'État se positionne comme le premier employeur, il y a un problème d'ailleurs. Donc nos États rentrent dans leur rôle régalien. C'est un rôle de régulateur. Aujourd'hui, nous demandons simplement qu'on réfléchisse sur la question de la problématique liée au financement. Et si ils tombent sur les mêmes diagnostics que ce que nous avons trouvé, la solution viendra. Une maladie bien diagnostiquée à 50% guérie. Il faut qu'on trouve d'abord la cause du mal. Et tant qu'on ne trouve pas, on ne fait pas de bons diagnostics, les solutions que nous proposerons seront des solutions erronées. Il y a eu des solutions. Mais est-ce que ces solutions ont apporté les résultats escomptés? C'est parce que sur le continent, on n'a pas identifié la cause de cette difficulté liée au financement. Et je pense que nous sommes en train de se toucher du doigt un élément fondamental. Et ça nous aide même à sécuriser nos États en ce moment qui sont sous la menace du djihadisme et tout ce que vous pouvez imaginer. Nous ne savons même pas combien de personnes qui rentrent dans nos territoires qui sortent tout le temps. Mais si ce fichier existait, nos États seraient en mesure d'identifier tout ce qui existe, ce qu'ils font comme activité. Est-ce que vous savez que quand on vous attrape dans la rue, vous n'avez pas d'argent dans votre poche? C'est un délit, on appelle ça délit de vagabondage. Oui, vous n'avez rien dans votre poche. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un individu vit sur un territoire qui ne mène pas d'activité. Mais aujourd'hui, on a plein ces sources de vagabondage ou de banditisme. Mais si ce fichier existait, on saura identifier ceux qui ont d'activité, ceux qui n'ont pas d'activité. Et de quoi tu vis? Quelles sont tes sources de revenus? Mais l'absence de ce fichier fait qu'on ne connaît pas exactement ce que les citoyens font. Il y a un fossé entre les citoyens et la population. King Dodjro, malheureusement, vous ne voulez pas nommer les pays pour qu'on puisse peser la volonté des gouvernants d'apporter des solutions. On parle d'une manière globale, mais il faut dire que pour pouvoir aller à ce fichier, il faut aussi les moyens financiers dans un contexte un peu plus difficile aujourd'hui. Écoutez, les questions de financement de
de ces fichiers, ça revient toujours à demander comment ils font pour financer les recensements qu'ils font chaque année ou bien chaque période. C'est la même chose. Le fichier national, c'est recenser tout le monde, savoir qu'est-ce que tu fais. Je le définis, hein. C'est la reconnaissance du citoyen par l'État. C'est comme ton enfant, tu lui établis ton extrait de naissance pour attester ta paternité. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on constate que dans nos pays africains, nous ne sommes pas reconnus par nos États. Si on est au chômage, si on travaille, nous ne savons même pas. Il y a des entreprises même qui ne déclarent même pas leur personnel. Dans nos territoires. Vous imaginez, parce que ce fichier-là manque. Vous imaginez qu'une entreprise peut opérer en Europe sans déclarer son personnel? C'est quasi impossible. Parce que le système est organisé de sorte que si tu emploies quelqu'un, tu dois déclarer. Sinon, comment tu justifierais tes revenus? C'est ça. Alors, vous êtes consultant et expert en structuration économique et financière. Vous êtes togolais. Est-ce que vous arrivez à apporter votre expertise aux gouvernants togolais? Vous voyagez à travers l'Afrique, à travers le monde. Est-ce que vous apportez quelque chose à l'Afrique, vous-même? Je suis africain, je suis fier de l'être d'ailleurs, c'est ça mon identité. Et cela revient quand vous voyez un Américain de Géorgie, quand il sort de la Géorgie, il dit il est américain. Vous comprenez? C'est une philosophie. Je suis africain, je suis fier de l'être. À travers mes interventions dans les différentes chaînes, quand je visite les pays africains, déjà c'est ma contribution à tout le peuple africain parce que le problème du continent, il est général. Si la Côte d'Ivoire prospère et que le Libéria à côté est misérable, la Côte d'Ivoire sera envahie. Ouais. Si le Burkina est prospère et que le Mali à côté est misérable, le Burkina sera envahi. Donc, notre message s'adresse à tous les Africains. Moi, je vais faire quand même une précision. Quand on parle des gouvernants, c'est qui le gouvernant? C'est nous, les citoyens. Demain, vous serez appelé à occuper un poste ministériel où vous devez prendre des décisions. Vous allez vous rappeler un jour que vous allez rencontrer ou reçu un consultant à la télé qui vous a dit le problème que nous avons, voilà d'où ça vient. Et votre décision va s'orienter à changer la donne. Ouais. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je veux qu'on cesse d'accuser nos gouvernants. Définitivement. Et tout le monde peut apporter quelque chose. Oui, que nos citoyens, nous arrivons à se dire, quand le Singapour, la Malaisie se conjusaient, ils n'ont pas compté sur le gouvernement. Merci beaucoup à vous, King Dodro. Vous êtes consultant et expert en structuration économique et financière. Peut-être que vous avez un dernier mot. Merci beaucoup, Michel, de m'accorder une fois cette opportunité de partager mon point de vue sur cet aspect lié au financement. Et moi, mon souhait, c'est que nous orientons nos économies dans une dynamique de garantir le droit à la création de richesses à tous les citoyens, en fait que l'auto-emploi soit notre modèle économique sur le continent, l'auto-emploi. Et cet auto-emploi ne peut être chose faite que si les banques financent les projets que nos frères, nos parents portent, qui sont de très beaux projets que la banque normalement doit financer si l'environnement était un environnement de confiance. Merci beaucoup, Michel. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.